Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Yannick Dessert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, quelques mots avant de commencer. Yannick, vous avez fait des études en arts visuels et obtenu votre baccalauréat de l'Université Laval. Très actif dès vos débuts, vous participez à plusieurs expositions collectives et entrez dans la collection de l'Imagothèque de l'Université Laval. Vous faites aujourd'hui partie de plusieurs collections privées et publiques, dont celle du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Votre travail est présenté dans plusieurs foires et encans à travers le monde. En 2010, vous avez été lauréate du prix André Michel du Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire. Vous avez reçu au cours de votre carrière de nombreux prix et bourses, notamment celle de la SODEC en 2014. Oui. Yannick, on s'intéresse aujourd'hui à vos influences, vos sources d'inspiration et je vous pose la question qui nous intéresse. De qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? Bien, Anne-Pascale, à ça, je répondrais de la contemplation. En fait, de l'œuvre contemplative. Ce qui n'a pas été nommé, en fait, aussi, c'est que je suis également un infirmier. Effectivement. Oui. J'ai parlé beaucoup de ton travail en tant qu'artiste, mais dans la vie, tu es infirmier aussi. Puis ce travail-là m'a amené à travailler dans le Grand Nord québécois, à vouloir un peu m'interroger sur une culture qui fait partie de notre culture, qui est complètement différente. Puis cette approche-là s'est faite, entre autres, avec des lectures, entre autres... Jean Désy, qui est un médecin généraliste qui a travaillé dans le Grand Nord québécois. Donc, pour préparer, en fait, ton séjour. Oui, tout à fait. Puis Sanaak aussi, qui est un roman qui a été écrit par une Inuk, qui extrapole, qui élabore sur la culture inuite. Puis, ce que j'avais envie de découvrir, en fait, c'est ce peu de choses-là qui est dit dans ces livres-là. Donc, vouloir connaître une culture qui est complètement différente. Donc, je suis partie travailler pendant un an de temps dans un petit village, Tassouillac, dans le Grand Nord québécois, avec juste 200 habitants. Puis, j'ai fait l'expérience de cette culture-là. Comment arriver, en fait, à communiquer avec des gens qui communiquent pas beaucoup, qui communiquent beaucoup par le sourire, par les yeux, par le regard, par un éclat de rire. Puis, c'est là-bas que j'ai vécu mon plus gros choc culturel. Ah oui. Donc, j'ai voulu essayer d'apprendre à m'introduire, à faire partie de cet endroit-là, de cette culture-là, pour finalement me rendre compte après coup qu'on n'a pas besoin de faire tant d'efforts que ça pour faire partie de la place. Puis, bien, j'ai appris à prendre le temps. Ouais. Donc, m'asseoir devant le paysage. Ton rapport au temps était un petit peu bouleversé. Ah, tout à fait. Donc, j'ai appris à m'asseoir devant le paysage, à m'asseoir avec les gens, à communiquer en peu de mots, à regarder beaucoup. Puis, il y a un temps est venu aussi où j'ai eu besoin de revenir à Montréal parce que, après avoir connu le rôle élargi d'infirmier dans le Grand Nord québécois, bien, il faut essayer de apprendre à se rééduquer un peu au sud, à Montréal. Donc, comment réintroduire une pratique qui demande moins de toi, en fait. Parce que là-bas, tu avais l'impression que tu te donnais de façon vraiment entière, que tu te consacrais complètement. Tout à fait. Puis le rôle est tellement large, on peut faire tellement d'actes qu'on ne peut pas faire ici. Donc, je suis revenue. Puis tu disais en introduction que tu t'étais préparé à ce voyage-là, entre autres avec la lecture de Jean Désy, donc qui est lui-même médecin, poète, auteur, grand amoureux du Grand Nord. Donc, tu as lu ce récit-là. Et donc, avant de partir. Avant de partir. Et j'imagine aussi que son approche en tant que médecin te rejoint aussi. C'est un grand humaniste. C'est un grand humaniste. C'est quelqu'un qui prend le temps. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense que c'est quelqu'un, à travers les mots, qui explique et qui prend le temps avec les gens.
C'est ce que j'avais besoin de découvrir, tu sais. Donc, après, en étant revenu ici à Montréal, mon premier travail, qui est artiste Ouais. en tant que tel, me demandait un grand réajustement. Tu sais, j'ai eu besoin de me recentrer. Est-ce que tu as créé des œuvres là-bas ou tu t'es vraiment consacré? Pas du tout. Je me suis juste consacré au travail d'infirmier, mais j'ai pris énormément de photos pour documenter mon séjour. Oui. Donc, j'ai retravaillé sur ces photos-là à travers l'œuvre papier. Moi qui étais un artiste peintre avant. Ça a complètement, en fait, oui. bouleversé ta pratique. Ça a eu un effet majeur. Puis je me demandais, est-ce que tu le sentais sur place déjà lors de ce séjour, l'impact que ça aurait sur toi, ou c'est vraiment plus tard que ça s'est manifesté? Je pense que c'est après coup. C'est en revenant ici à Montréal que tout a un peu changé, tout s'est un peu emboîté, a pris une direction différente. J'ai eu besoin, c'est ça, de me recentrer sur le papier. Donc, je suis passé de la peinture au dessin à une œuvre que je peux me pencher au-dessus d'elle, prendre le temps avec quelque chose qui est un peu plus restreint, essayer de communiquer avec le moins d'intervention possible sur le papier, jouer beaucoup avec le fantôme dans le papier, donc le gaufrage, l'embossage. Oui, parce que tu as intégré des nouvelles techniques, en fait. Oui, des techniques de gravure Ouais. que j'ai déjà pratiquées jadis, mais il faisait une éternité que j'en avais pas fait. Donc, j'ai ramené ces techniques-là. Puis j'ai essayé de m'interroger à comment les interagir avec le dessin, comment jouer avec la discussion entre les éléments sans avoir à tout nommer. De la communauté autochtone inuit, tu avais découvert un peuple qui disait beaucoup en peu de mots tout à l'heure. Donc finalement, ça rejaillit un peu sur ta pratique, au contact justement de cette dynamique-là. Bien, oui, c'est comment arriver en fait à nommer avec le peu d'intervention. C'est comment arriver à peut-être des fois élaborer sur ce qui se passe entre les choses, jouer avec le milieu de la conversation. J'imagine aussi qu'il y a le paysage, l'espace, cette impression un peu d'infini, de vide aussi peut-être. Oui, tout à fait. Le paysage a fait longtemps partie de ma pratique artistique quand je suis revenu. C'est un peu ma trame de fond. Quand je suis pas en train de travailler sur un projet, je suis toujours en train de réélaborer des nouveaux paysages. Donc, j'ai une série qui s'élabore depuis des années. Puis, c'est typique de ce que j'ai connu au nord. Tu sais, la ligne d'horizon, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien de plus haut que ce qui est au ras le sol. Donc, si on ne passe pas un certain temps à regarder de près, bien, on perd les détails aussi dans la végétation au nord. Ce qui force un peu à la contemplation, oui, justement, tout à fait. Pour pouvoir vraiment recevoir l'entièreté du paysage, on se doit d'être disponible De aussi. prendre le temps. Ouais. Ouais. Puis dans ma pratique, c'est aussi la même chose. L'œuvre en tant que telle, une fois qu'elle est réalisée, bien, à différents moments de la journée, un éclairage qui varie, la disposition qu'on est capable d'avoir avec l'œuvre, bien, elle va se développer différemment aussi. Le gaufrage va apparaître différemment, les tonalités vont apparaître aussi. Puis c'est souvent, comme tu le dis, des œuvres qui sont vides, avec le peu d'éléments, ou qui sont blanches sur la majeure partie du papier, tu sais. Et l'animal est présent aussi. Donc, Ouais. on a parlé du paysage, mais ce rapport avec la nature, peut-être la dualité aussi, homme-animal. Je sais que ça t'avait intéressé. Je l'ai fait, oui, en revenant, je l'ai fait beaucoup avec le collage de fourrure, comment arriver à interpréter un animal qui est un peu plus humain, puis versus un humain qui est un petit peu plus animal. Donc, j'ai joué avec le collage de fourrure, des interventions qui sont très spontanées versus très contrôlées. Mon visage, mon autoportrait, toujours mis en relation avec des éléments qui se rajoutent, les quatre pattes d'un animal, la fourrure telle quelle. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comment jouer à réinterpréter l'humain et l'animal. L'autoportrait, tu viens d'en parler, c'est quelque chose qui est très présent depuis le début de ta pratique. Ouais. Qu'est-ce que ça te permet de faire en tant qu'artiste, l'autoportrait? Parce que je pense que ça a suivi, ça, c'est quelque chose qui est demeuré à travers ta pratique. Je pense pas avoir mis le doigt sur ça non plus, mais je pense qu'il y a un peu comment travailler avec mon rapport. Donc, les œuvres en peinture que je faisais étaient grandeur nature, donc il y avait un jeu avec ma proportion sur le support.
Puis tu t'intéressais beaucoup au corps aussi Oui. à ce moment-là. Puis le corps que je connais le plus, je pense qu'au final, bien, c'est mon corps. Tout à fait, ouais. Fait que l'autoportrait, c'est pas tant un œil critique de ma personne que le rapport au corps que j'ai dans la vie de tous les jours. Et dans tes récentes séries, tu le disais, il y a beaucoup de vide, on ressent le calme, l'apaisement, mais il y a de l'angoisse aussi. Bien, en fait, c'est une belle angoisse. C'est quelque chose qui est pas trash, qui est pas noir, qui est pas lourd. Ça se dépose sur nous, en fait. C'est ça. Ça vient travailler différemment. Ça vient perturber un peu. Les animaux, comme on a abordé, sont souvent représentés un peu dans un état mort. Ils sont à l'horizontale, ils sont pas debout, ils sont pas sur leurs quatre pattes. Les gouttes ou les splashes de couleurs qui traversent ça, c'est souvent comme en périphérie de l'animal. Donc, il y a un rapport avec le sang, peut-être. Donc, oui, il y a quelque chose d'un peu lourd. Il y a une tension. Il y a une tension. Mais comme dans une conversation, c'est comment jouer avec les éléments pour arriver à faire quelque chose qui va perturber un peu, mais sans avoir à tout nommer. Puis je pense aussi qu'en tant qu'artiste, c'est bien de ne pas tout nommer, puis de laisser aussi... L'interprétation. Parce que nous, même en tant que public ou spectateur, ça nous force à recevoir l'œuvre d'une certaine façon. Donc, je trouve que ça nous met nous-mêmes dans un propre état de contemplation. Donc, on l'a dit, ça t'a énormément inspiré, ce séjour. Est-ce que tu as autre chose à nous raconter? C'est-à-dire, est-ce que ça va continuer de t'inspirer? Est-ce que tu sens que tu as fait le tour ou que tu vas continuer à nous raconter ton grand art? Je pense que je le raconte, mais différemment. Je ne suis plus nécessairement dans le nommé, dans le paysage nommé. Maintenant, je m'approprie un peu plus qu'est-ce que ça m'a implanté dans ma pratique. Donc, je le joue différemment. Je joue le vide. Je travaille avec la discussion sur les éléments sur le papier. Donc, non, j'aborde plus le Nord tel quel, le paysage. Je travaille beaucoup par projet, mais toujours dans cette optique-là. Oui. Tu reviens d'ailleurs d'une résidence de création au Centre Sagami. À Allemand, oui. Et puis, un centre spécialisé dans l'œuvre... Dans l'œuvre numérique ou dans la reproduction. Donc, je suis allé travailler une matière que je connais un peu moins, le côté numérique, la reproduction numérique. Puis le travail, c'est un autre projet. Donc, j'ai travaillé sur mes lettres de refus que je reçois depuis plusieurs années. Puis je me suis penché sur ça en me disant comment je peux arriver à transformer un aspect négatif de ma réalité d'artiste en quelque chose... Donc, c'est des lettres de refus quand on fait toutes sortes de demandes. De subvention, oui. Puis comment essayer de transformer ce refus-là en quelque chose de positif, de créatif. Comment en faire autre chose. Donc, j'ai fait des origamis avec ces pièces-là, puis là, je les ai travaillées numériquement, en papier, embossé. Il y a un panoplie d'éventail avec la série, là, mais oui. Donc, c'est ça, ça continue de t'inspirer, mais tu l'intègres probablement aussi de façon différente, parce que ce séjour date de combien de temps? Je reviens tout juste. Donc, c'est la semaine la résidence, mais ton séjour dans le Grand Nord? Ça date quand même de 2006. Ça fait un certain temps. Donc, mais ça a eu le temps de le décanter, de l'approcher différemment, mais c'est la pratique autour de ça qui a complètement changé quand je suis revenu. Tu sais. Alors, est-ce que le vide continue d'habiter cette nouvelle série, cette création? L'esthétisme, oui. C'est encore un esthétisme minimaliste? Oui, l'œuvre avec le peu d'intervention. Mais je pense que c'est comment en arriver à l'amener ailleurs, comment le remplir peut-être un peu le vide. L'image n'est pas que blanche. On peut avoir accès à la lettre, les gens peuvent lire la lettre, mais c'est une transformation. C'est comment jouer avec un vide. Le refus crée quelque chose en soi chez l'artiste, le fait de ne pas avoir été accepté. Puis comment transformer ce rejet-là en quelque chose de positif, finalement. Qui va t'amener ailleurs, finalement. Et peut-être en terminant, je suis une grande fan de tes œuvres, je pense que tu le sais. Et ça me fait beaucoup penser, cette idée de la contemplation, de la précision du geste, à l'écriture de haïku.
Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir fait la dit. remarque. Et aussi, bon, dans la précision, dans le mot de dire beaucoup avec peu, mais aussi à cause de l'espace qui est habité, bon, de façon minimaliste. Bon, ça, c'est une réflexion que nous, on a. Toi, peut-être que c'était pas... que ça t'habitait pas quand tu faisais ces œuvres-là, mais... Non, tu résumes très bien, Anne-Pascale, oui. Alors, écoute, Yannick, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà tout le temps qu'on a et je pense qu'on va pouvoir certainement admirer ta prochaine série dans les mois qui viennent. Oui. J'imagine qu'il y a des projets d'exposition. J'ai 2 projets en cours, entre autres au Musée Brooke à Coansville, puis chez Circa à Montréal. Merci beaucoup, Yannick. Ça me fait plaisir.